Name Games. Au cœur du vieux monde, l'Empire est l'un des plus grands et puissants domaines connus de l'homme. Jadis unifié par Sigmar, le premier empereur, devenu dieu vénéré, les provinces se livrent aujourd'hui une guerre civile qui met à nu les divisions politiques consubstantielles à ce vaste pays densément peuplé. Alors que les comtes électeurs se déchirent dans leur quête du trône, le vieux monde tremble. Les bataillons de fanatiques se rassemblent dans le Grand Nord, tandis que le puissant Empire, rempart millénaire contre les forces maléfiques des dieux de la ruine, chaque jour s'affaiblit un peu plus. Le vieux monde est une terre légendaire, riche de nombreuses civilisations. Découvrez qui elles sont, découvrez les principaux acteurs de cette année 2276, l'année de The Old World. À l'ouest des montagnes du bord du monde, de denses forêts s'étendaient sur des lieues et des lieues, vastes territoires se prolongeant jusqu'au grand océan. C'est ici, il y a très longtemps, que vivaient des tribus de barbares humains. Ces hommes et ces femmes luttaient quotidiennement pour leur survie face à l'incessant fléau des hommes bêtes et des peaux vertes, toujours avides de pillages et de combats. Siècle après siècle, cette civilisation humaine connut un certain progrès, malgré ces menaces omniprésentes. Les humains firent commerce avec les nains, apprirent le secret de la métallurgie et échangèrent leurs récoltes contre des armes et armures de la meilleure facture d'Awi. Les deux peuples se rapprochèrent jusqu'à cet événement fondateur. Alors qu'il traversait les terres de la tribu des Unberogen avec sa garde rapprochée, le haut roi nain Kurgan Barbe de Fer fut attaqué par des orques en maraude. Les nains se battirent vaillamment, mais ils tombèrent les uns après les autres, submergés par la marée verte, jusqu'à ce que le haut roi soit seul, encerclé. C'est à ce moment-là que les guerriers de la tribu des Unberogen surgirent. Menés par le fils de leur chef, le jeune et puissant Sigmar, ils vinrent au secours du Dawi. Sigmar, à la pointe de la charge, ramassa au passage le marteau de guerre que le souverain nain avait laissé choir et, l'empoignant fermement, l'abattit sur ses ennemis, tuant une douzaine d'orques à chaque coup. Kurgan, reconnaissant et impressionné par la bravoure du prince humain, lui offrit son puissant marteau de guerre unique, Galmaraz. Cette rencontre scella l'amitié entre le téméraire Sigmar et le taciturne et bourru Kurgan Barbe de Fer. Cette amitié se traduisit par une solide alliance entre les nains et les Unberogen. Or, la menace des innombrables tribus d'orques et de gobelins venus de l'Est ne faisait que croître et mettait en péril le domaine des deux peuples désormais alliés. Quand Sigmar succéda à son père, il se jura d'unir les tribus querelleuses des hommes sous son étendard et de chasser les ennemis de leurs terres. Par la diplomatie et la guerre, Sigmar forgea une puissante coalition de tribus. Avec ses alliés nains, cette coalition fit longuement la guerre. Après des décennies de conflits sanglants, il ne restait plus qu'une ultime bataille à livrer. Au col du Feu Noir, Sigmar et ses alliés humains, aux côtés des nains, affrontèrent une horde quasi inépuisable d'orques et de gobelins, rassemblement inédit de tribus peaux vertes. Malgré des pertes catastrophiques, l'armée des hommes et des nains fut finalement victorieuse à l'issue d'âpres combats. La puissante Wag était dispersée et leur accès aux vertes contrées des hommes désormais barré. Contrée qui serait à partir de ce jour appelée Empire. Sigmar, par ce succès, avait conclu sa grande campagne d'unification. Il fut acclamé par ses alliés premier empereur des hommes. Pendant une cinquantaine d'années, Sigmar régna sur son empire et son peuple prospéra. Les places fortes tribales se transformèrent en grandes villes, les ingénieurs nains enseignèrent à leurs alliés humains l'art de travailler la pierre et ensemble, ils érigèrent d'impressionnantes murailles, des routes pavées interminables et de grands temples. Âgé de 80 ans, mais toujours vigoureux, Sigmar décida d'abdiquer
et de partir vers l'est, vers les montagnes bordant le monde. Personne ne savait ce qu'il projetait. Certains disaient qu'il voulait rendre une dernière visite à son ami Kurgan Barbe de Fer, tandis que d'autres prétendaient qu'il était là de la paix et qu'il voulait se mesurer aux habitants des terres sombres. Quelle que soit la vérité, Sigmar transmit la direction de son jeune empire aux chefs des tribus qui le composaient. Afin de prévenir les luttes intestines, ces sages dirigeants organisèrent une élection pour désigner l'héritier du vieil empereur. Sigmar, fier de l'intégrité de ses sujets les plus éminents, remit Gal-Maraz à son successeur élu avant de partir pour toujours. Cette première élection fut le fondement d'un système qui perdura des siècles durant, celui du collège électoral. Dès lors, les descendants des chefs tribaux furent connus sous le titre de comtes électeurs et se réunirent à chaque succession pour élire le nouvel empereur parmi eux. Sigmar lui-même fut, depuis son départ, vénéré comme un dieu par ses fidèles sujets, un culte se répandit pour honorer son nom. Sous le règne de Sigmar, les territoires des chefs tribaux formaient des provinces autonomes au sein de son empire. Ces provinces continuèrent à croître en puissance et en influence, malgré les menaces persistantes d'anarchie et de guerre. Des bandes d'orques et de gobelins surgissaient régulièrement des montagnes, leur nombre augmentant depuis le départ du premier empereur. Les sombres forêts étaient hantées par des hommes-bêtes qui détruisaient des hameaux entiers pour se repaître de la chair de leurs victimes. Des barbares venus des contrées glaciales de Norska harcelaient la côte septentrionale. D'autres tribus nordiques venaient du pays des trolls pour commettre des sacrifices au nom de leurs dieux sombres. Les villages, les champs et les bois de l'Empire étaient rougis du sang des hommes. À ces vieux ennemis familiers s'ajoutaient de nouvelles menaces. D'ignobles hommes-rats surgissaient des égouts des villes en expansion, grouillant dans les rues, répandant la peste et faisant des ravages avant de s'éclipser dans leurs tunnels. Des cadavres titubants, aux ordres de vils nécromanciens, s'extirpaient de leurs tombes pour détruire les vivants. Toutes ces horreurs, et bien d'autres encore, attaquaient l'Empire année après année, toujours plus nombreuses. Mais grâce à l'alliance apparemment indéfectible entre les provinces impériales et sous la direction éclairée des comtes électeurs, les armées de l'Empire se renforçaient également de saison en saison, toujours prêtes à affronter leurs ennemis avec courage et ingéniosité. Malgré les épreuves, l'Empire demeurait uni. Mille ans durant, l'Empire prospéra. Et à la mort de chaque empereur, les comtes électeurs avaient à cœur de choisir le meilleur candidat au trône. Mais la mort prématurée de Boris l'Avare soumit l'Empire à sa plus rude épreuve. Boris avait été impopulaire, haï tant par les princes que par les paysans. Son règne laissa libre cours à la corruption et fut entaché de famines et d'épidémies. Quand il succomba lui-même à la maladie, les comtes électeurs ne purent s'accorder sur un successeur et le trône demeura inoccupé pendant plusieurs années. À cette même époque, l'Empire fut assailli. Non pas depuis les montagnes, ni depuis les sombres forêts, mais depuis les profondeurs. Des armées entières d'hommes-rats mutants surgirent des égouts des grandes cités. S'il n'y avait pas eu le comte Mandred von Zelt de Middenheim, l'Empire se serait éteint devant les pestes dévastatrices et les ravages des légions de vermine. Mandred mena les armées de Middenheim contre les hommes-rats et rallia ses nobles rivaux à sa cause. Après quelques années de guerre, les répugnants ennemis furent chassés de l'Empire. Reconnaissant son charisme et admiratifs de ses victoires, les comtes électeurs acceptèrent à l'unanimité l'ascension de Mandred au trône impérial. Mais à la mort de Mandred, les rivalités personnelles, les conflits d'intérêts, les ambitions et la jalousie divisèrent une fois de plus les comtes électeurs. Ils se révélèrent incapables d'élire un successeur. La tension monta entre les dirigeants impériaux et bientôt, le sang coula à nouveau. Ottilia, la comte électrice du Talabekland, se proclama impératrice et déclara la guerre à son principal rival, le comte électeur du Stirland. Durant des décennies, les empereurs se succédaient, alors que les coups d'État et les assassinats se multipliaient. Pendant un temps, 2 empereurs régnèrent même simultanément. L'un étant l'empereur élu, l'autre le comte électeur du Talabekland,
revendiquant un statut impérial héréditaire après le règne autoproclamé d'Ottilia. Le Talabecland avait fait sécession, rejoint par d'autres provinces mécontentes du nouveau souverain élu. Pire encore, en 1547, le comte Siegfried du Midenland décida à son tour de se proclamer empereur. Sa décision surréaliste marqua le début de la célèbre ère des 3 empereurs. Les provinces de l'Empire étaient devenues peu ou prou ingouvernables, et au cours des 4 siècles suivants, les comtes électeurs luttaient autant contre leurs rivaux impériaux que contre les nombreux ennemis qui les attaquaient de l'extérieur. Alors que le pouvoir des comtes électeurs déclinait, les villes de l'Empire qui n'avaient pas été ravagées par la guerre prospérèrent sous la direction des burgomeisters, les dirigeants élus des classes marchandes et d'autres citoyens riches. De nombreuses grandes villes commencèrent à construire des fortifications et à recruter leur propre armée de métier, devenant ainsi des entités indépendantes sur le plan militaire, économique et politique. À ce moment-là, le peuple de Sigmar, divisé en fiefs querelleurs, voyait ses ennemis se masser à ses portes, bien décidé à tirer profit de cette guerre civile prolongée. Des armées de pillards fondirent sur de multiples provinces, en grande difficulté car elles ne pouvaient compter sur le soutien des forces de leurs voisins. Le pire exemple survint en 1705, lorsque le chef de guerre orc Gorbad Griffe-de-Fer mena une immense horde d'orques et de gobelins à travers le col du Feu Noir. La ouag Gorbad ravagea la partie sud de l'Empire à tel point que la province du Solland, autrefois riche et prospère, fut totalement détruite. Ses armées en déroute et ses dirigeants tués, le Solland n'était plus qu'un désert de cendres, ravagé par le pire ennemi des impériaux de l'époque. Les envahisseurs furent finalement défaits aux portes d'Aldorf. Le Solland fut alors annexé par le Visenland voisin. En l'an 1979, la plupart des comtes électeurs admettaient la nécessité d'un empereur fort pour réunifier la nation en guerre. Suite à de longs efforts de diplomatie, une majorité des comtes électeurs qui n'étaient pas directement impliqués dans la course au trône se réunirent et élirent Margrita de Marienburg comme impératrice. Malheureusement, cet acte déplut grandement aux électeurs qui n'avaient pas été consultés, à commencer par le chef du culte de Sigmar, le grand théogoniste, qui siégeait au collège électoral en vertu de son rang. Il refusa de valider le scrutin. Loin d'unifier l'Empire, l'élection de Margrita raviva les hostilités, et en quelques années, le système électoral perdit tout son sens. Dans les faits, à cet instant de l'histoire, l'Empire n'existait plus. Au cours de l'âge des 3 empereurs, une nouvelle menace émergea dans la province forestière de Sylvanie. Par la tromperie, la sorcellerie et le meurtre, un vampire du nom de Vlad von Karstein avait pris le contrôle de la région à Otto von Drac. Sous la poigne de fer de Vlad, la Sylvanie se renforça et la souillure vampirique s'y répandit. Pendant plus de 200 ans, Vlad régna sur la Sylvanie sous différents alias pour cacher sa vraie nature. Les comtes électeurs se montrèrent indifférents à ces changements, trop absorbés par leurs querelles pour se soucier de ce recoin arriéré de l'Empire. En 2010, quand l'Empire plongea dans l'anarchie, Vlad joua son va-tout pour devenir l'immortel empereur vampire. Marchant à la tête d'un host de morts-vivants, Vlad envahit le Stirland et l'Ostermark avant de se tourner vers le cœur de l'Empire, le Reichland. La guerre fit rage pendant plusieurs décennies, jusqu'à ce que Vlad en personne soit battu par le grand théogoniste Wilhelm III. Sans Vlad, ces légions de morts-vivants tombèrent en poussière, mais la menace de sa lignée infernale demeurait bien présente, et d'autres vampires au pouvoir en Sylvanie poursuivirent l'ambition démente de Vlad. Les guerres des vampires firent rage jusqu'en l'an 2145, quand Manfred von Karstein, le plus vil et rusé des descendants de Vlad, fut battu à la bataille de Helfen par les armées de plusieurs comtes électeurs, brièvement unis contre l'ennemi commun. Cette victoire mit fin aux guerres vampiriques, mais pas aux luttes intestines qui ravageaient l'Empire des hommes. Cela nous mène jusqu'à l'époque actuelle, en l'an 2276. Divisé depuis plus d'un millénaire par la faute de ses dirigeants cupides et avides de pouvoir,
l'Empire n'est aujourd'hui qu'un amoncellement de cités-États rivales et de provinces fluctuantes régies par des prétendants en guerre avec leurs voisins, avant tout soucieux de vaincre leurs concurrents pour s'emparer de la couronne impériale. Si la régression politique a, au fil des ans, autant rapproché les héritiers de Sigmar de leur état de division tribale d'origine qu'elle ne les a éloignés du rayonnant empire qu'ils formaient jadis, ils demeurent de puissants dirigeants à l'échelle du Vieux Monde. On peut distinguer 4 grands blocs dirigés, au moins en partie, par un prétendant au trône impérial. La baronnie du Westerland est dirigée par l'impératrice Elspeth Margretha VI. Le Westerland est la région la plus prospère de l'Empire grâce à la riche ville portuaire de Marienburg. Contrairement à de nombreuses grandes villes impériales, Marienburg ne s'est pas érigée en État, mais ses puissants burgomeisters exercent une grande influence sur la jeune impératrice. Le culte de Manan, également un acteur important de la cité, exerce son ascendant sur la dirigeante autoproclamée de la baronnie. C'est pourquoi les rivaux et détracteurs de Margretha la qualifient avec dérision d'impératrice de la mer ou d'impératrice du trésor, lorsqu'ils font référence à son statut de marionnette, soit du culte de la mer, soit des guildes marchandes. Le grand comté de l'Osterland est dirigé par le comte Sigismund Ulrich. Ses vastes forêts et montagnes s'étendent jusqu'à la frontière méridionale de Kislev et de la mer des Griffes, couvrant ainsi l'extrême nord de l'Empire. Politiquement, ce territoire englobe de grandes portions de l'Ostland, de l'Ostermark, du Hochland et du Middenland, bien qu'il ne soit plus que l'ombre de ce qu'il fut. Des siècles auparavant, le comte de Middenheim revendiqua la régence du Nord et prétendait au titre d'empereur. Cela engendra une lignée de prétendus empereurs loups qui maintiennent aujourd'hui encore leurs prétentions sur le trône impérial. Cette ambition semble démesurée pour un comte qui, en réalité, ne dirige guère que sa ville, même s'il prétend régner sur tout son comté et au-delà. La principauté du Reikland est gouvernée par le prince Wilhelm Ier. Le Reikland est le cœur ancestral de l'Empire, ayant émergé des terres tribales de Sigmar lui-même. Ici, le culte de Sigmar domine, sous la direction du grand théogoniste. C'est le bastion du Vieux Monde où les forces du chaos ont le moins d'emprise, en grande partie grâce aux chevaliers du cœur ardent et du marteau d'argent. Les templiers de ces deux ordres parcourent l'Empire à la tête de Reiklanders pour traquer et punir les adeptes des cultes obscurs. La piété de Wilhelm et de ses sujets crée des tensions avec les voisins du Grand-Duché du Talabek, considéré comme un refuge pour les forces païennes et les sorciers impies. Le Grand-Duché du Talabek est la plus grande et plus hétérogène des régions de l'Empire. Ludwig XII en est le dirigeant, descendant d'Ottilia, l'impératrice autoproclamée. Cette entité politique comprend principalement les provinces du Talabekland, du Stirland, de l'Averland, du Wissenland et du Mut, bien que dans la pratique, ces régions soient largement autonomes. Depuis des siècles, la région est revendiquée par les empereurs ottiliens, avec le soutien du culte de Thal et d'autres cultes et nobles de l'Empire désireux d'obtenir un soutien à leurs propres prétentions au trône impérial. Depuis que le système électoral a périclité en 1979, le Grand-Duché s'est encore davantage fragmenté. Pendant que les soldats impériaux s'entretuent, les peaux vertes, hommes-bêtes et autres monstruosités affamées attaquent, autant qu'ils le peuvent, cet adversaire à terre. Mais la pire menace vient certainement des barbares du Grand Nord et de la corruption croissante des dieux du chaos. Heureusement, l'Empire peut compter sur sa technologie de pointe. Son utilisation de la poudre noire, de l'outillage mécanique et de la métallurgie n'est surpassée que par celle des nains. Si les troupes régulières bien entraînées des armées provinciales continuent de se battre à l'épée, à la lance et à la hallebarde, elles sont soutenues par des canons, des arquebusiers et des pistoliers, sans oublier les armes de guerre ésotériques telles que le canon à répétition feu d'enfer ou le tank à vapeur grondant. Les innovations de l'Empire proviennent principalement de la cité industrielle de Nöln et de ses écoles d'ingénieurs, où sont conçues des inventions vendues partout dans les autres provinces impériales. Une autre pièce maîtresse des armées de l'Empire est ses ordres de chevalerie. Ils rassemblent des guerriers d'élite revêtus d'armures gothiques de plate, montés sur des destriers richement ornés.
Généralement indépendants des structures politiques des comtes électeurs et des prétendants au trône impérial, ces ordres se battent pour l'honneur, le prestige ou les idéaux établis par leurs grands maîtres, ce qui en fait de puissants alliés ou des ennemis mortels pour les nobles en quête de pouvoir. Certains ordres de chevalerie possèdent un effectif important, tels que les chevaliers panthères qui ont établi des chapitres dans presque toutes les provinces principales. D'autres, comme les chevaliers de la Larme d'ébène, ne comptent que quelques dizaines de guerriers. Les ordres de chevalerie peuvent être, comme les fils de la Lame, une caste séculière exclusivement dévouée à l'art de la guerre, ou bien être dédiés à un dieu, comme les lugubres chevaliers de mort, qui se considèrent comme les soldats du dieu de la mort de l'Empire. Enfin, les armées impériales ont un autre atout, leur allié de toujours. Les nains ont bonne mémoire et n'ont jamais oublié les exploits de Sigmar, ni le serment d'amitié conclu avec lui par Kurgan Barbe de Fer. C'est pourquoi, si un jour, l'anéantissement guette une fois de plus l'Empire, les hommes pourront compter sur l'aide du haut roi Alricsson et de ses guerriers. Et il se peut que ce jour arrive bien plus vite que ne peuvent l'imaginer les héritiers du premier empereur.